Alors, c'est un amendement de suppression. En effet, votre projet de loi prévoit dans cet article d'encadrer la certification sans la rendre obligatoire des organismes en ligne habilités à offrir des services de conciliation, de médiation ou d'arbitrage et d'accorder une certification de plein droit aux conciliateurs de justice, aux médiateurs inscrits sur les listes de cours d'appel. Si une telle démarche de certification seule pourrait être bienvenue pour s'assurer de la qualité, de l'impartialité de telles prestations pouvant être fournies, l'article que vous nous proposez s'inscrit dans une volonté, de notre point de vue, de déchargement du service public de la justice sur le secteur privé lucratif. En effet, votre projet de loi prévoit d'encourager le développement des modes alternatifs de règlement de conflits et même de les rendre obligatoires dans certains cas pour avoir accès ensuite à un juge. En outre, il n'existe aucune réelle garantie prévue dans l'article quant aux différents points sensibles, notamment le traitement algorithmique auquel il est explicitement fait référence, qui conduit à une désindividualisation des litiges soumis et à un traitement à la chaîne, qui ne peut pas garantir un service de qualité. Et ces services en ligne risqueraient d'être, de fait, jugés partie. Cas illustratif, les compagnies d'assurance qui pourraient être à la fois parties et à la fois actionnaires et influer sur la teneur du conseil et de l'action juridique fournie par ces services en ligne. Voilà pourquoi nous demandons la suppression de cet article. Erwan Balanant. Oui, nous soutenons cette demande de rapport, pas parce que c'est un rapport, hein, et si vous deviez suivre certains conseils des Insoumis, Madame la rapporteure, ce n'est pas tant de rester sur un conservatisme et une forme d'alignement sur l'autorité qui donne le rapport, mais d'écouter et d'entendre l'argument politique de fond. La raison pour laquelle, y compris nous demandons souvent des rapports au gouvernement, c'est parce que, de fait, le gouvernement a les moyens, beaucoup plus que les parlementaires que nous sommes, avec une administration qui transmet les informations de manière peut-être plus diligente quand ça vient du gouvernement, et des moyens que n'ont pas les parlementaires d'avoir les informations précises au plus près du terrain, comme on aime bien ici. Et c'est pour ça que la forme d'une demande de rapport au gouvernement est, de notre point de vue, pertinente. Et également sur le fond, puisque nous considérons qu'effectivement, si l'idée c'est de libérer les énergies et de développer ce type de statut, il faut faire en sorte que ces énergies soient formées et qu'il y ait une expertise de qualité. Et donc, c'est pertinent, de notre point de vue, que de faire un focus et de se donner les moyens, justement, que ce ne soit pas la jungle sur Internet et que tout le monde s'improvise, et comme c'est malheureusement trop souvent le cas sur d'autres sujets, tout le monde s'improvise spécialiste, conciliateur, médiateur, sans avoir les moyens, parce que du coup, on va... ce sera un mauvais service privé qui sera vendu aux usagers, aux usagères, et ça va à l'encontre de ce que nous, on est censé faire ici. Donc, nous le soutenons et nous soutenons, espérons que vous aurez plus tendance à disrupter, Madame la rapporteure, et à aller contre le conservatisme de votre majorité en matière de rapport. Merci. L'amendement, nous proposons de prolonger la logique de la loi Taubira de 2016 qui créait un cadre juridique pour la modification de la mention du sexe à l'état civil, et ce en proposant que cette demande puisse être simplement formulée auprès de l'officier d'état civil de la commune de résidence. Afin de faciliter ces démarches et les rendre plus aisées et plus accessibles dans la pratique, dans les mêmes conditions que le droit actuel, nous estimons qu'il est nécessaire que cette démarche puisse être effectuée simplement en mairie, plutôt que de devoir se déplacer au tribunal de grande instance. Si nous souhaitons que cette proposition ne soit pas uniquement une expérimentation et que nous présentons toutefois une expérimentation, c'est de par les règles coutumières de recevabilité budgétaire des amendements de l'Assemblée nationale, et nous faisons plus qu'un amendement d'appel parce qu'il nous semble que cela serait dans la pratique une facilité, une simplification extrêmement importante de ce type de démarche, et ce serait aussi un signal d'égalité vis-à-vis de nos concitoyens et concitoyennes qui sont confrontés à ce type de démarche parmi beaucoup d'autres dans leur parcours transitionnel, et pour qui ce serait de droit et en matière d'égalité des droits que de pouvoir obtenir cette simplification pour tous et toutes. Un passage devant le juge reste important pour un certain nombre de raisons.
La première raison, c'est qu'on est sur des éléments qui restent aussi d'appréciation subjective. C'est-à-dire que le juge va donc apprécier ces éléments, enfin pas apprécier, mais oui, mais je veux dire, c'est une appréciation, je veux dire, il va donc apprécier l'ensemble de ces éléments pour pouvoir déterminer si le changement de sexe arrive. On n'est pas dans des éléments, puisqu'on a enlevé le certificat médical, qui sont des éléments d'appréciation purement objective. Et moi, je trouve que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que le juge, c'est quand même le premier garant des droits. Si on mettait en œuvre une procédure de ce type auprès d'agents d'état civil en mairie, moi j'y vois un risque bien plus important de voir des considérations personnelles, parce qu'on est sur un sujet qui est un sujet éthique également, qui puisse empêcher des personnes de voir inscrire à leur état civil ce changement, qui est un changement important pour l'égalité de tous. Donc pour la garantie des droits et pour la protection des libertés, je pense qu'il ne s'agit pas d'une mesure pour laquelle nous devons engager une déjudiciarisation. On est là typiquement dans le type de mesures pour lesquelles le passage devant le juge est là pour garantir les droits de tous. Lequel il ne me semble pas souhaitable, sans que la loi de 2016 ait déjà vécu quelque temps, il ne me semble pas souhaitable de procéder tout de suite au passage à une étape différente. Je crois important, d'une part, de bien concevoir au fond que la procédure de changement de sexe, c'est une procédure qui est assez éloignée des missions traditionnelles qui sont confiées aux officiers d'état civil. Ça suppose, Madame la rapporteure l'a dit, ça suppose un pouvoir d'appréciation des différents éléments qui sont fournis par le demandeur. Et je crois que c'est un pouvoir dont les officiers d'état civil ne disposent pas. L'office du juge, en l'espèce, me semble nécessaire. Merci. Non, j'insiste d'abord parce que nous proposons une expérimentation, mais plus fondamentalement, moi, je défends, et ce que défendent aussi les associations à ce sujet, cette déjudiciarisation, parce que vous parlez de l'appréciation subjective, mais c'est l'appréciation subjective d'une tierce partie du juge, et la question de l'identité, elle est d'abord celle que revendique, et du sexe que revendique la personne. Et quant au fait qu'un officier d'état civil pourrait juger et décider, l'officier d'état civil, il applique la loi et si la loi dit qu'il est possible d'aller et de faire changer la mention à l'état civil, il n'a pas d'appréciation subjective à faire entrer en compte dans cette application. Donc je pense que c'est... Là, on proposait une mesure justement transitoire d'expérimentation parce que c'est encore une fois ce que demandent et ce que revendiquent les associations et les personnes les premières concernées, de respecter leur subjectivité et l'identité à laquelle ces personnes adhèrent. Et je pense que c'est une progression, pour le coup, un libéralisme auquel moi j'adhère et que nous défendons, de garantir ces droits-là de la personne à voir inscrit à l'état civil et ne pas passer justement par un autre biais, c'est plus le biais médical, mais c'est le biais judiciaire, qui est une forme d'invalidation, parce que ça renvoie toujours à quelqu'un d'autre qui va décider quel est le sexe auquel doit appartenir la personne. Et donc c'est, à mon sens, cette expérimentation, c'est le pas en avant qui est nécessaire aujourd'hui, qui est demandé et qui nous honorerait de pouvoir adopter. Je vous remercie. Donc, je pense que la commission est assez éclairée. Nous allons mettre aux voix cet amendement numéro 53 qui a reçu des avis défavorables du gouvernement et de la rapporteure. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Oui, merci Madame la Présidente. Par cet amendement, nous souhaitons préciser l'office du juge du tribunal des affaires de sécurité sociale lorsqu'il est saisi en référé, afin que soient explicitement mentionnés les risques de troubles graves dans les conditions d'existence d'une personne physique ou une situation de pauvreté et les mesures conservatoires qu'il faut prendre. En effet, si ces mesures sont théoriquement d'ores et déjà possibles, il est fondamental, dans un but de sécurité juridique, pour éviter de telles situations dramatiques, de préciser, selon nous, les cas d'urgence et surtout les types de mesures qui peuvent être prises par le président du tribunal pour résoudre au plus vite ces cas d'urgence par des mesures conservatoires, par exemple un gel de dette, un versement d'allocations dues, et pour limiter le montant d'une saisie sur les prestations familiales par la CAF,
les CAF concernées, cette liste étant bien entendu volontairement non limitative. Par ces précisions, il nous semble que nous pouvons éviter que des situations de détresse ne se heurtent à l'interprétation divergente de ce texte et à ce qu'un juge des référés du tribunal des affaires sociales s'auto-limite dans les mesures conservatoires qu'il peut prendre pour résoudre en urgence des problèmes humains dramatiques. Il s'agit d'amendements visant à revenir sur des dispositifs des lois travail El Khomri et des lois Macron. D'une part, pour le CL11, il s'agit de revenir sur la baréminisation des indemnités de licenciement mise en place par la loi de 2015 et accentuée par celle de 2017. En effet, le plafonnement à un niveau ridiculement bas des indemnités prud'homales permet à des employeurs peu scrupuleux d'anticiper sur les coûts d'un licenciement qui se ferait à l'encontre des dispositions. Ainsi, un employeur est désormais susceptible de planifier un licenciement abusif et illégal, de l'intégrer dans ses coûts prévisionnels et d'agir de façon abusive en toute sérénité en ayant préalablement anticipé le prix de ces licenciements abusifs. Je voulais rappeler que dans une enquête du Monde sur les conséquences de cette barémisation, avec l'exemple du tribunal de Lorient, on apprend que la moitié des conseillères veulent démissionner et on peut lire des témoignages, notamment de la part d'un conseiller employeur qui exprime bien le sentiment des auteurs de l'amendement que nous présentons. Imaginez la même chose au pénal. Pour un meurtre, c'est maximum tant de dommages et intérêts. Pour un viol, tant, ce serait un tollé. Donc cette barémisation à marche forcée nous semble s'être appliquée et avoir été conçue au mépris de toute considération humaine. Et nous demandons donc à revenir là-dessus, ainsi que sur le fait de revenir à une saisie simplifiée, celle qui prévalait avant le 26 mai 2016. Avant la mise en place donc, de la loi Macron et de son renforcement par la loi travail de 2017. Deux amendements. Défavorable, on a déjà fait le débat sur les ordonnances travail. Plus généralement, là, nous parlons de dispositifs par rapport aux tribunaux des prud'hommes, donc une procédure judiciaire dont, bien que Madame la rapporteuse nous dise que on a déjà eu ces débats, oui, on a eu ces débats, et aujourd'hui, on sait quelles sont, y compris les conséquences de ces dispositifs et l'impact que ça a sur l'accès. Et c'est bien de cela qu'on parle, Madame la ministre, Madame la rapporteuse, de l'accès des usagers, des usagères à la justice. Et donc, je crois qu'on est pleinement dans le sujet et on sait aujourd'hui que ces lois ont réduit l'accès des salariés et des travailleurs à la justice prud'homale. Et donc, nous pensons qu'avec ce recul-là, pour éviter que ça empire, pour éviter que cet accès à la justice soit encore plus réduit pour ces personnes, il faut arrêter tout de suite avec ces mauvaises mesures. Et c'est pour ça que nous proposons d'y revenir. Et c'est totalement cohérent et en lien avec la loi que vous nous proposez aujourd'hui. Vous assumez de continuer dans ce sens-là. Et ça montre, pour le coup, l'incohérence avec les principes que vous prétendez défendre avec cette loi et la réalité de comment elle s'applique. Merci. Je vais mettre aux voix l'amendement numéro 11 qui vient de recevoir un avis défavorable de Madame la rapporteure et de Madame la ministre, qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Alors, il s'agit d'un amendement de suppression afin de préserver la garantie que constitue l'avis du procureur dans des procédures de sanction du changement irrégulier d'usage d'un local, qui est un délit concernant le droit au logement. Votre projet de loi prévoit d'enlever tout rôle du procureur dans la procédure de sanction, pour laisser la seule initiative du lancement de la procédure aux maires des communes concernées. Or, les maires ne sont pas forcément réactifs, d'où l'importance de préserver la place du procureur dans le lancement ou le déroulement de la procédure. Ceci diminuerait l'effectivité de la lutte contre les promoteurs véreux et les marchands de sommeil de notre point de vue. Oui, alors il s'agit d'un amendement de suppression, parce que nous souhaitons mettre l'accent sur l'importance de la publicité des audiences, qui doit être pour nous le principe par défaut et non le contraire comme le prévoit le projet du gouvernement qui en ferait désormais une simple option que pourrait demander une des parties en présence. Il nous semble que remettre en cause le caractère public des audiences pose un certain nombre de problèmes, notamment parce que ça signifie
la mort d'un caractère public d'audience pour des contentieux relevant des tribunaux d'instance, et donc la fin, de notre point de vue, d'une justice d'instance. Mais cela s'appliquerait aussi pour des procédures dématérialisées. Le droit à une audience publique, pour nous, est ainsi menacé à travers le deuxième volet sur l'absence d'audience par principe pour les demandes en dessous d'un seuil défini par décret. Le droit d'audience publique pour les parties est mis en cause, puisque si une partie est d'accord pour une procédure dématérialisée, elle pourra ensuite se voir refuser d'une audience. Et puis plus fondamentalement, le droit du peuple français à avoir une justice publique n'est plus pris en compte. C'est une logique de désagrégation de l'entité politique démocratique au profit des seules joies d'individus justifiables, ce qui nie de notre point de vue la solidarité et le caractère collectif et démocratique de la justice, qui doit rester publique et accessible à tous et à toutes. Elle ne doit pas simplement être rendue, cette justice, mais également montrer qu'elle a bien été rendue. Voilà pourquoi nous demandons la suppression de cet article. Alors, c'est un amendement que nous avons déposé pour essayer d'interpeller le gouvernement sur la réforme de la tutelle et de la curatelle, afin de garantir que cette réforme ne se fasse pas au détriment des droits des personnes sous tutelle et sous curatelle, qui sont par définition des personnes en situation de vulnérabilité particulière. Ce dispositif de tutelle et de curatelle concerne des mesures donc, de protection judiciaire, en particulier pour ce qui concerne l'habilitation familiale créée en 2015 et permet à un proche ou une proche du majeur ou de la majeure concernée, hors d'état de manifester sa volonté, de le ou la représenter pour la réalisation d'actes relatifs à ses biens ou à sa personne. Le dispositif nécessitant un accord familial. Or, cette habilitation familiale implique un contrôle plus distant du juge et peut donc, de notre point de vue, induire des risques sur la personne vulnérable. Et d'autant que depuis 2015, cette habilitation a aussi de facto permis à la justice de se décharger du suivi de ces personnes. Et l'habilitation peut se voir fixer une durée qui ne peut excéder 10 ans. Cette durée maximale sans contrôle du juge nous interpelle. Et surtout qu'en 2015, quand ça a été passé, ça s'est fait par ordonnance sans réelle étude d'impact. Tout ceci s'inscrivant dans un contexte de déjudiciarisation de la protection des majeurs. Cette procédure nécessaire pour la protection des majeurs vulnérables implique une mobilisation importante de moyens financiers. Or, le processus d'externalisation enclenché avec le mandat de protection futur et l'habilitation familiale depuis 2015 nous interpelle, et nous considérons donc que sans juge, la personne protégée ne peut pas faire respecter ses droits fondamentaux. Et voilà pourquoi nous proposons cet amendement afin de garantir cette protection qui, de notre point de vue, serait ainsi mise à mal.